Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10h à 11h, de fin août à fin juillet, Les Nouveaux Chemins sont réalisés par Media Portis-Guérin avec Jean-Richard Dufour et Philippe Palarès à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Julien Tricard, Géraldine Mosna-Savoie, Adèle Van Rett. Adèle qui parle de Jean Kelevitch toute la semaine en compagnie de Lucien Gerfagnon dans son journal à 10h50. Suite et jeudi pour nous d'une semaine sur les moralistes dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après avoir évoqué la Bruyère hier, est-ce que la modernité permet d'en lire? Avant de fouiller la généalogie de la morale demain, c'est de Chamfort que nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Cyril Lemeur, auteur notamment, au temps des cerises, d'une anthologie des trésors des moralistes du XVIIIe et, comme tous les jours, de notre moraliste, Louis Van Delft. La meilleure philosophie relativement au monde est d'allier à son égard le sarcasme de la gaieté avec l'indulgence du mépris. Et Louis Van Delft, pendant longtemps, je dois dire, je n'ai connu de Chamfort que cette sentence. Deux questions. D'où vient la postérité, selon vous, d'une telle phrase? D'où vient le fait que il y a comme ça quelques aphorismes de Chamfort qu'on connaît sans même savoir qu'ils sont de lui, dont celui-là? Et deuxièmement, comment comprenez-vous ce mélange du sarcasme de la gaieté et de l'indulgence du mépris? Eh bien, évidemment, Chamfort touche là, et c'est une de ses caractéristiques, à l'essentiel presque de ce qui fait un moraliste, c'est-à-dire finalement d'être un porte-parole pour le commun des hommes. Et est-ce que nous ne sommes pas tous écartelés entre des sentiments qu'on pourrait croire totalement contradictoires, mais qui finalement fusionnent? Et est-ce que ces deux sentiments qui sont ici évoqués ne sont pas des lieux communs de notre voyage existentiel? Il dit, et puis il y a deux oxymores aussi, après tout. Sarcasme de la gaieté, Cyril Lemeur, sarcasme de la gaieté, indulgence du mépris. La sentence est lumineuse, mais en elle-même, elle est hautement paradoxale. Pourquoi pas le sarcasme du mépris et l'indulgence de la gaieté? Oui, c'est là où d'ailleurs Chamfort, il le fait très peu, se livre à une espèce de vertige de l'acrobatie verbale propre aux moralistes, qu'on leur a beaucoup critiqué d'ailleurs, ces fameuses antithèses, etc. Ce n'est pas le trait majeur chez Chamfort. Je crois que c'est effectivement un aphorisme qui est un des plus connus de Chamfort, mais ce n'est pas celui qui le représente le mieux. Parce que dans la communauté fraternelle des moralistes, Chamfort, il est un petit peu différent. Ce que je crois qu'il faudrait retenir, sarcasme et indulgence, c'est précisément l'indulgence sans même parler du mépris. C'est-à-dire qu'on retrouve là ce que René Char, je crois, a dit, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. C'est vraiment comme ça, je crois, qu'il faut l'entendre, parce qu'il y a chez Chamfort un homme du monde très très virulent, et en même temps un homme de la nature, pour parler comme Rousseau, un homme du peuple, puisqu'on pourra revenir sur sa biographie, qui dément toujours et qui corrige toujours les virulences de l'homme noir et de l'homme pessimiste. Et je crois que c'est un peu comme ça qu'on doit lire aussi cet aphorisme. On va revenir sur la vie de Chamfort. Rappelons juste d'abord que ce jeune et fougueux révolutionnaire de 20 ans fut conservateur ensuite à 40, et que c'est un homme dont l'existence a embrassé tous les spectres, que son pessimisme aussi lui a dicté d'embrasser. Du moins, l'idée d'un pessimisme propre à Chamfort est une des idées reçues dont j'ignore, à l'heure où je vous en parle, si elle est pertinente ou non. Louis Van Delft. Eh bien, écoutez, en effet, ce que vous venez de citer va loin, mais c'est loin aussi d'être la seule maxime de Chamfort qui nous mette sur une meilleure voie pour le connaître. Je vais vous en citer une ou deux, mais qui recoupent celle que vous venez de lire. C'est Chamfort qui dit que la plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri. C'est une maxime tout aussi célèbre. Mais ailleurs, il dit qu'il faut être, pour traverser la vie, être constamment en état d'épigramme contre son prochain. Et de tels bonheurs de style qui viennent évidemment d'une expérience existentielle très profonde et très ruminée,
eh bien, je crois, fait de Chamfort un de ses porte-paroles par excellence, que sont les moralistes. Alors, vous parlez l'un et l'autre, Cyril Lemeur, Louis Van Delft, de moralistes comme de porte-parole. De quoi sont-ils les porte-paroles? De quoi sont-ils les interprètes? De quelle communauté sont-ils les interprètes? Est-ce la communauté fraternelle de ceux qui ne sont pas dupes? Est-ce la communauté des gens au nom desquels ils prennent la parole? Est-ce la communauté de leurs destinataires? Ceux à qui ils promettent leurs sentences, qui sont comme autant de pépites très lumineuses, qui donc ont pour effet d'éclairer justement le paysage, l'écosystème de leur époque. À quoi servent les moralistes, et est-ce qu'une telle question n'est pas en soi un contresens sur leur démarche? Et puis, en quoi peut-on parler de moraliste ou d'une famille de moralistes? À toutes ces questions, Cyril Lemeur, Louis Van Delft. J'ai un peu de scrupule à prendre la parole devant Louis Van Delft à propos d'un tel sujet, puisqu'il est le... C'est encore plus difficile de le faire après. Oui, sûrement, oui, c'est vrai. Il est l'un de ceux qui a le mieux... fait la définition et la typologie des moralistes, encore que je ne le suivrai pas partout. Alors, pour essayer d'unifier cette communauté des moralistes, je crois qu'il faut commencer par être très simple. Les moralistes, on appelle ça aussi des moralistes français. Ce sont 2 siècles, pour moi, le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est les siècles classiques, comme on les appelle en littérature. Pour moi, les moralistes, ils commencent avec La Rochefoucauld, ils finissent avec Le Prince de Ligne, traité des Pyrénées, 1659, Congrès de Vienne, 1815. Avant, qui est aussi la date de la mort du Prince de Ligne. La date de la mort du Prince de Ligne, tout à fait. Pourquoi cette définition un peu restrictive? Déjà parce que, à mon avis, pour avoir un moraliste, il faut une société très stable qui donne l'apparence de l'immuabilité. Et pour faire circuler à l'intérieur de cette société très stable une parole circulaire. C'est la parole des salons, c'est la parole mondaine. Et au sein de cette parole mondaine, les moralistes vont justement dresser, en quelque sorte, ce sont des hommes verticaux par rapport à ce circuit de parole. Ils vont dresser ces saillies, ces maximes un peu sacerdotales, un peu oraculaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mauvaise réputation. On n'aime pas trop leur autoritarisme. C'était des gens, presque tous, qui étaient de grands hommes de salon, de grands hommes de parole, des gens très très brillants. Presque tous, ce sont des hommes d'action. Et on retrouve un peu ce tropisme de l'homme d'action qui se retire de la société des hommes pour rédiger dans leur ère un peu supérieur ces gouttes de lumière, comme disait Joubert. Alors, pour Chamfort, c'est très très net, c'est-à-dire que sa vie est en 2 volets, comme La Rochefoucauld. Il y a vraiment l'homme de lettres, dans toute l'acception du terme. Il n'a pas connu la bohème littéraire. Il a tout de suite il était extrêmement brillant, très très séduisant auprès des femmes. Il est tout de suite monté au plus haut. Il a été élu assez tôt à l'Académie française. C'est un très très bon homme de théâtre. Il a fait des éloges de Molière et de La Fontaine qu'il convient de relire, qui sont tout à fait remarquables. Enfin, c'était un homme de lettres accompli des secondes lumières, du 2e, 18e siècle. Et il a fait vers 1780 une espèce de réforme, comme Rousseau, qui l'a conduit à rompre ses anciennes relations, à devenir clairement, explicitement républicain, il le disait. Et c'est à partir de là qu'il a produit à peu près 2000 petits papiers sur la société de son temps, etc. Et c'est à partir de là qu'il devient moraliste. C'est vraiment ça. C'est en devenant républicain qu'il devient moraliste? Exactement. Chez lui, le moraliste, le projet moraliste se déclenche à partir du moment où il renoue avec ce qu'il appelle la nature. On pourra en reparler, c'est important, la nature chez lui, et c'est assez compliqué à saisir. Et on peut le dire comme vous le dites, c'est en devenant républicain qu'il devient moraliste. Il y a toute une aphoristique, toute une poétique qui rattache explicitement à un projet républicain et révolutionnaire. L'amour tel qu'il existe dans la société n'est que l'échange de 2 fantaisies
et le contact de deux épidermes, les saillies oraculaires, comme vous le dites justement, Cyril Lemeur, vont ponctuer notre conversation comme elle ponctue toute la semaine. Louis Van Delft, ce passage au républicanisme et au moralisme, si j'ose dire, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on puisse parler de moralisme à propos des moralistes, c'est pas la même chose. Comment se fait-il que Chamfort soit devenu moraliste en même temps que républicain ? Eh bien, je vous dirais que pour moi, ces questions sont tout à fait intéressantes. Elles ne sont pas primordiales. Votre question était cruciale. En quoi un auteur comme Chamfort est-il un porte-parole ? Je lui laisse la parole. Il dit les choses infiniment mieux que nous tous. Lorsqu'il écrit que quand on a été bien tourmenté, bien fatigué par sa propre sensibilité, on s'aperçoit qu'il faut vivre au jour le jour, oublier beaucoup, enfin, éponger la vie à mesure qu'elle s'écoule. À mon avis, on n'a pas besoin que je commente cela. Il parle pour nous tous parce que j'ai déjà parlé de lieux communs, nous passons par une série de lieux communs, tous tant que nous sommes. De la même façon, lorsqu'il dit qu'un esprit sage doit absolument diriger sa vue vers le côté plaisant et s'accoutumer à ne regarder l'homme que comme un pantin et la société comme la planche sur laquelle il saute. Dès lors, tout change, tout devient divertissant et on conserve sa santé. Eh bien, est-ce que cette problématique n'est pas celle que nous affrontons tous, tant que nous sommes, pour emprunter à La Fontaine. Face à de tels textes, on est tout de même dans la situation ingrate et joyeuse à la fois, oui, de celui dont le commentaire est superflu, en définitive. C'est-à-dire que je donne là les premiers exemples, si vous voulez, de ceux qui pour moi... Et il y en a des centaines, disons-le à nos auditeurs, qui seront aussi peut-être, espérons-le, des lecteurs des maximes de Chamfort. Oui, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, c'est la raison d'être. C'est le but du jeu, parce que si on passe à côté de ce bonheur presque fou, et même entièrement fou, que est la rencontre d'auteurs qui nous parlent de nous, mais tellement mieux que nous ne saurions le faire nous-mêmes, et qui nous procurent en même temps un bonheur de style absolument incomparable. Eh bien, je donne un dernier exemple, je pense. Il faut convenir que pour être heureux, en vivant dans le monde, il y a des côtés de son âme qu'il faut entièrement paralyser. Éponger, paralyser, c'est déjà quelque chose de très, très caractéristique des moralistes, c'est-à-dire cet écartèlement auquel faisait allusion votre première citation, entre le rire et les larmes. Entre la gaieté et l'amertume, entre la gaieté et l'indulgence du mépris. On continue justement à entendre du Chamfort, et c'est cette fois-ci Jean-Louis Jacopin, dont la voix nous accompagne toute la semaine, qui nous en donne un autre aperçu, un peu plus long celui-ci, collection de saillies. Écoutez. Question. Pourquoi ne donnez-vous plus rien au public ? Réponse. C'est que le public me paraît avoir le comble du mauvais goût et la rage du dénigrement. C'est qu'un homme raisonnable ne peut agir sans motif et qu'un succès ne me ferait aucun plaisir, tandis qu'une disgrâce me ferait peut-être beaucoup de peine. C'est que je ne dois pas troubler mon repos parce que la compagnie prétend qu'il faut divertir la compagnie. C'est que je travaille pour les variétés amusantes qui sont le théâtre de la nation et que je mène de front avec cela un ouvrage philosophique qui doit être imprimé à l'imprimerie royale. C'est que le public en use avec les gens de lettres comme les racoleurs du pont Saint-Michel avec ceux qu'ils enrôlent, enivrés le premier jour, 10 écus et des coups de bâton le reste de leur vie. C'est qu'on me presse de travailler par la même raison que quand on se met à sa fenêtre, on souhaite de voir passer dans les rues des singes ou des meneurs d'ours. C'est que j'ai peur de mourir avant d'avoir vécu. C'est que j'ai à travailler et que les succès perdent du temps. C'est que je ne voudrais pas faire comme les gens de lettres qui ressemblent à des ânes ruant et se battant devant un râtelier vide. C'est que si j'avais donné à mesure les bagatelles dont je pouvais disposer, il n'y aurait plus pour moi de repos sur la terre. C'est que j'aime mieux l'estime des honnêtes gens
et mon bonheur particulier que quelques éloges, quelques écus, avec beaucoup d'injures et de calomnies. C'est que s'il y a un homme sur la terre qui ait le droit de vivre pour lui, c'est moi, après les méchancetés qu'on m'a faites à chaque succès que j'ai obtenu. C'est que jamais, comme dit Bacon, on a vu marcher ensemble la gloire et le repos. Parce que le public ne s'intéresse qu'au succès qu'il n'estime pas, parce que j'en suis à ne plus vouloir plaire qu'à qui me ressemble. C'est que plus mon affiche littéraire s'efface, plus je suis heureux. C'est que j'ai connu presque tous les hommes célèbres de notre temps et que je les ai vus malheureux par cette belle passion de célébrité et mourir après avoir dégradé par elle leur caractère moral. La tentation est grande, Cyril Lemeur, quand on entend un tel texte, de le résumer, de le concentrer en son centre, qui est « c'est que j'ai peur de mourir avant d'avoir vécu », en ce qui concerne Chamfort, Cyril Lemeur. Parmi toutes les raisons, la raison des raisons, n'est-elle pas celle-là? Je ne sais pas si Chamfort avait peur de mourir, en tout cas il a vécu. Peur de mourir au point de se suicider. Hein. Oui. Il s'est suicidé parce qu'il a beaucoup vécu, il avait tout vu, comme il le dit, il a connu tous les hommes de son temps. Dans ce texte extraordinaire à tous égards, il signe sa retraite, la deuxième partie de sa vie. Il ne faudrait pourtant pas croire, en fait c'est un retrait d'espèce de microcosme de la société de son temps qui était la République des Lettres, qu'il considérait comme une vaste prostitution. D'ailleurs, ce qu'elle était, c'était la course aux pensions, etc. À partir de là, il se retire, pas tout seul, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, il se retire dans le salon de Madame Helvétius en particulier, c'est-à-dire avec des gens très brillants. Dans ce salon s'organisait un peu le passage entre la génération encyclopédiste et vraiment les révolutionnaires, les futurs révolutionnaires, y compris jusqu'à Napoléon. Il y avait Chateaubriand aussi dans ce salon. Et c'est vraiment là qu'il va développer ces principes qui seront rapidement des principes d'action. C'est là qu'il devient idéologue, c'est entre 1781 et 1792 Exactement. À peu près, Louis Van Delft. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus encore que le retrait de la société chez Chamfort dans cette décision? Est-ce que c'est simplement Alceste qui congédie ses semblables ici? Je pense que ce texte aussi est tout à fait représentatif d'un sentiment qu'on trouve chez pratiquement tous nos gens, si j'ose dire, tellement c'est une grande famille dont nous sentons proches. Pourquoi ne donnez-vous plus rien au public? Eh bien, on sent en palimpseste à toutes les réponses qu'il avance, de façon assez ironique, mais amère, comme toujours, on sent la question du mérite personnel, non reconnu. Et c'est là qu'il est rousseauiste, pardonnez-moi, mais c'est là qu'il convertit en dégoût son dépit. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut certainement le dire. Et ce qui est assez frappant pour essayer de dégager une typologie de l'écrivain moraliste, eh bien, c'est que ce que La Bruyère appelle un mérite personnel, question à laquelle il consacre tout un chapitre, et évidemment Chamfort a des prédécesseurs qu'il connaît bien et dont il s'inspire, eh bien, elle explique en grande partie. Et cette revanche qu'il cherche à prendre par le bonheur stylistique, par l'écriture, et éventuellement des changements ou des engagements qui peuvent varier au gré des saisons. C'est un grand malheur de perdre par notre caractère les droits que nos talents nous donnent sur la société, Cyril Lemeur. Oui, là on touche le terme central chez Chamfort, le caractère moral. C'est un peu le pivot de sa prose virile. Ce qu'il reproche à la société essentiellement, c'est d'avilir le caractère moral des individus. C'est là où on voit que Chamfort n'a rien à relativiste. Il a vraiment le culte de la vérité, le culte des individus, du caractère des individus. Un peu comme Rousseau qui disait dans une république il faut des hommes, dans une monarchie n'a pas besoin d'hommes. C'est un peu ça l'idée. C'est pour ça que c'est aussi très très politique. C'est aussi un peu la couleur de son républicanisme, des hommes énergiques, intransigeants comme lui-même.
Et d'ailleurs, l'acte de son suicide que vous avez évoqué tout à l'heure fait partie, on retrouve là des sources antiques. Vous voulez dire que Chamfort est quelqu'un qui a retourné contre lui l'arme que d'autres révolutionnaires ont retourné contre, au moment de la Terreur, contre les traîtres à la Révolution? Alors, à l'explication du suicide, il y a peut-être des causes plus prosaïques. Chamfort se suicide parce que il ne supporte pas d'être accusé de ce dont il est accusé, c'est-à-dire d'un traître à la Révolution. C'est ça le problème. Je crois qu'à la fin de la Révolution, enfin à la fin de sa vie, à la fin de la Révolution, il en pense la même chose que Saint-Just, des bonnets rouges, de l'intrigue, une révolution glacée. Et il voit que ça n'avance plus. Et peut-être il faut le voir aussi comme ça, comme l'aboutissement de ses projets aussi politiques. On ne nettoie pas les écuries d'Augias avec un plumeau. Écoutons, tiens, d'ailleurs, une description du suicide de Chamfort. Écoutez. On affirme que la balle partit de travers et qu'au lieu de lui emporter le crâne, elle ne parvint qu'à arracher son nez et son œil droit. Étonné de vivre, affaibli par la douleur, résolu de mourir, Chamfort peut encore se saisir d'un rasoir afin de s'ouvrir la gorge. Il n'y réussit qu'à peine, déchirant ses chairs en mains endroits, tout en cherchant son cœur à grands coups de lame. Dans un ultime effort, il tente enfin de trancher ses jarrets, puis, en l'honneur de Sénèque, de tailler ses veines. Mais Sénèque était riche et entouré de disciples. Il disposait d'un bain chaud pour assurer son trépas, tandis que Chamfort n'a que les moyens de se suicider dans le dénuement. Il s'effondre. Je vois son sang qui coule sur le parquet, sous la porte, qu'on enfonce bientôt. On prétend le sauver. Un médecin va le recoudre en hâte, lui infligeant le supplice de survivre peu et pour rien. C'est ainsi que Chamfort acheva sur lui-même le roman de ses refus. Louis Vandelft, est-ce qu'on a le droit de faire de ce suicide raté le comble de l'ironie, au fond, et une façon qu'aurait l'ironie de se retourner contre l'ironiste lui-même? Écoutez, personne n'a le droit de nous priver de nos droits de lecteur, tout au moins. Je pense que ce texte est terrible, cette fin est terrible. De notre côté, on peut se réjouir d'une certaine manière, parce que Chamfort achève en réalisant finalement ce dont il a rêvé et qu'il nous décrit lui-même. Là, vous allez avoir dans ces quelques lignes l'opposition courante chez les moralistes entre ce qu'on peut désigner par deux figures, la ligne et le cercle. Et Chamfort, ici, achève son cercle. L'homme du monde, l'ami de la fortune, même l'amant de la gloire, tracent tous devant eux une ligne directe qui les conduit à un terme inconnu. Le sage, l'ami de lui-même, décrit une ligne circulaire dont l'extrémité le ramène à lui. Alors évidemment, c'est une façon extrême de revenir à soi, mais enfin, le suicide de Sénèque reste un modèle pour, non pas, je dirais, la famille des moralistes. Il y a peu de moralistes qui soient allés jusque-là. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a de quoi tempérer le chagrin que l'on peut éprouver en pensant devant une fin aussi tragique, qui évidemment nous fait penser à ce que cette fin a de tragique, oui, mais Stefan Zweig a réussi son suicide, oui. Vandelft. Oui. Ce que cette fin a de véritablement tragique, c'est qu'elle y ajoute une part d'ironie. Comme dit Schopenhauer, la vie à regarder dans son ensemble est une tragédie. Quand on la scrute dans ses détails, c'est une comédie. Et il semble même que l'absurdité de l'existence ne nous a laissé pour comble du pire que le rôle du bouffon. Oui, le rôle du bouffon, le badin de la farce, comme dirait Montaigne, oui. Le badin de la farce, oui. Montaigne, moraliste, lui-même, oui. on l'a déjà vu cette semaine. Ma vie entière, dit Chamfort, est un tissu de contraste apparent avec mes principes. En quel sens peut-il dire cela, Cyril Lemeur? Dans quelle mesure est-ce que l'existence de Chamfort peut, si on prend cette phrase au sérieux, être vue comme en contraste avec les principes qui sont les siens? Parce que, je vous pose cette question parce que, à vous
sous-entendre, il y aurait une cohérence entre ce devenir idéologique de Chamfort et ce devenir moraliste, entre l'homme qui dit on ne nettoie pas les écuries d'Augias avec un plumeau, hein, une espèce de Saint-Just qui dit qu'on ne nettoie pas les écuries d'Augias avec un plumeau, pensant à la corruption de son temps, et celui qui parle du sarcasme de la gaieté et de l'indulgence du mépris. Dans quelle mesure son existence est-elle en contradiction avec ses principes, selon vous, et à ses dires? Oui, d'ailleurs, on pourrait continuer. Hein. Elle ne s'arrête pas là, cette pensée. Après, il détaille. On me connaît des principes républicains et des relations princières, etc., etc. C'est très, très difficile d'unifier non seulement la vie de Chamfort, mais même l'ensemble de ses aphorismes. Et à mon avis, le palier d'unification le plus satisfaisant, ça serait sa vie elle-même, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il s'attache toujours à manifester dans ses faits, dans ses actions, ce qui pourrait avoir de paradoxal dans son expression. Hein. Il a une aphoristique à cet égard, typique, c'est-à-dire qu'on n'y trouve pas vraiment de cohérence. Hein. On peut trouver à chaque fois une maxime qui en dément une autre. Et donc je crois qu'il faut chercher vraiment justement dans sa vie ce qu'on n'y chercherait pas, c'est-à-dire une cohérence, c'est-à-dire que bien Chamfort n'a pas été révolutionnaire à 20 ans et conservateur à 50 comme beaucoup de gens. Il a été galant et ambitieux à 20 ans, comme le recommandait Vauvenargues, et il a été révolutionnaire et conséquent et homme responsable à 50. Je trouve que c'est le bon ordre. C'est souvent l'ordre, on retrouve ça un peu chez La Rochefoucauld, c'est peut-être un ordre moraliste, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'on ne doit pas lui dénier cette cohérence. Et d'ailleurs, à propos de son suicide, il faudrait rappeler que il se rate, mais de peu, parce qu'il s'acharne quand même beaucoup sur lui-même. Il vit encore quelques semaines, mais pendant ces quelques semaines, il ne se lamente pas sur lui-même. Pendant ces quelques semaines, avec son ami Ginguené, il crée la Décade philosophique, qui est un des journaux les plus importants de la presse française, qui sera vraiment le journal républicain qui fera teinter les idées de 89 jusqu'à Napoléon. Oui, mais dans le même temps, vous voyez, il y a une phrase de Sioran sur Kleist. Il dit, quand on lit Kleist, on a l'impression que quand on lit Le Prince de Hombourg, par exemple, il dit c'est un peu comme si son suicide avait précédé son œuvre. Ce qui, dans l'esprit de Sioran, est un éloge, puisqu'il n'y a pas plus grande richesse pour Sioran que le suicide possible que tout homme porte en lui. Et que ce suicide, la perspective du suicide, nous console de la douleur d'exister. La liberté que nous avons d'y mettre un terme est une infinie richesse, dans la mesure précisément où on ne passe pas à l'acte. Raison pour laquelle il voit en Kleist donc un suicidé avant l'heure, un suicidé qui a prolongé son existence. Est-ce qu'on pourrait dire de Chamfort que, au fond, c'est comme si son suicide raté avait précédé son œuvre, à la façon dont Sioran, parlant de Kleist, dit c'est comme si son suicide avait précédé son œuvre. Chez cet homme, comme Chamfort, qui dit « La société n'est pas, comme on le croit d'ordinaire, le développement de la nature, mais bien sa décomposition et sa refonte entière. On en retrouve les débris avec un plaisir mêlé de surprise. Pensez qu'une telle phrase est l'œuvre d'un homme qui ensuite, et en même temps d'ailleurs, un peu comme Sartre distribue la cause du peuple tout en écrivant son Flaubert, qui en même temps était un révolutionnaire. Est-ce que cet homme-là, qui est capable de mener de front finalement ces deux existences, est-ce qu'on peut dire de lui que c'est comme si son suicide raté avait précédé son œuvre, à la façon dont Sioran l'entend parlant de Kleist, selon vous, Louis Van Delft? Eh bien, selon moi, je vais peut-être vous étonner, mais enfin... Vous allez sûrement m'étonner. Bon, eh bien, je ne cherche pas à cela, mais d'une certaine manière, Chamfort n'a pas du tout raté son suicide, car ce suicide, ce serait un petit peu comme dans le cas d'Artaud, le suicidé de la société, pas seulement de cette société politique, mais de cette société qui n'a pas voulu reconnaître son talent. Van Gogh, hein. Le suicidé de la société chez Artaud, c'est Van Gogh. Hein. Oui, mais la mésaventure ou l'aventure de l'existence, elle est les deux pour chacun de nous, et notamment pour Chamfort, eh bien cela est transcendé finalement par le destin de vie intense de son œuvre. Songez que Chamfort est un cas tout à fait représentatif de cet assez grand nombre de moralistes qui n'arrivent pas à écrire leur œuvre.
Qu'est-ce que l'œuvre de Chamfort, sinon une accumulation invraisemblable de paperoles, de bouts de papier où il a pris des notes et dont il n'a jamais réussi à lier la gerbe. Et or, Chamfort est loin d'être seul dans ce cas. Dans une certaine mesure, c'était déjà le cas de notre saint patron, c'est-à-dire de Montaigne. Mais songez à d'autres de la même famille, notamment à Léopardi, à Jean-Paul, à Joubert, à Lichtenberg, à Amiel. Tous sont dans cette même situation d'accumuler les notes, les notations, les observations, les caractères, les anecdotes, et de ne pas arriver à faire une œuvre. Et pour finir, l'œuvre de Chamfort existe, même s'il ne l'a jamais vue paraître, et elle nie sa mort. Elle nie cette misérable réalité de la vie quotidienne. Elle nie sa mort, mais elle se donne à la postérité sous une forme fragmentaire, parcellaire et qui plus est mal connue. Oui. Et en cela, c'est en cela en fait que je parlais d'un suicide raté. Je suis heureux de ce que vous dites là. Cette œuvre qui nie sa mort est une œuvre antisystématique, parcellaire, mal connue, Oui. qui se donne sous la forme de fragments, Oui. qui subsiste à l'état il ne reste de Chamfort aujourd'hui que quelques mots d'esprit qui ornent les conversations de table, Cyril Lemeur, et il y a là une postérité dont la légèreté, dont la fragilité est en soi un renseignement sur l'existence de celui qui lui a donné le jour, Cyril Lemeur. Je vous pose la question parce que je sais que vous ne le lisez pas de cette manière-là. Tout à fait, oui. Louis Vandelft a raison si on regarde vraiment les textes, en particulier des moralistes contemporains de Chamfort. Il y a presque toujours la volonté de faire une œuvre liée. C'est le cas chez Rivarol, chez Joubert, je ne crois pas. C'est le cas chez Rivarol, c'est le cas chez Hérault de Séchelles, c'est le cas chez Sénac de Meillan, c'est le cas chez Duclos. Vauvenargues a fait le tableau pour un livre encyclopédique, bon, etc., etc. Chez Chamfort, ça n'existe pas, parce que Chamfort, d'abord, connaît le succès. Attention, Chamfort est un des hommes de lettres les plus connus, les plus célébrés, les plus respectés et les plus craints de son siècle avec Rivarol. Mais l'amertume que son succès lui inspire rappelle pour le coup celle de Rousseau. Alors exactement, pour lui, son succès n'est pas un succès. C'est une catastrophe, c'est un mensonge. Enfin, son succès lui donne l'occasion de s'en plaindre, en tout cas. Oui, mais ça, c'est anecdotique. Voilà, bon, il réussit, il monte sur les tréteaux, comme il dit, et il fait son tour. Ça lui permet, effectivement, mais au moment où il veut dire la vérité, il se retire. Il se retire, et en fait, la grande épreuve de sa vie, et c'est pour ça que là, il se suicide vraiment, c'est l'action. C'est l'action. Il ne faut pas oublier, chez Chamfort, on veut toujours le tirer un peu du côté pessimiste, nietzschéen. Il a des formules très, très viriles quand même, très, très républicaines. Parce que je parle un peu beaucoup, je crois qu'il faut laisser plutôt parler Chamfort. Je vais en lire 2. « J'ai détruit mes passions à peu près comme un homme violent tue son cheval ne pouvant le gouverner. » C'est quand même là, c'est beau comme l'antique. C'est du Caton, ça. Et une autre, la fortune pour arriver à moi passera par les conditions que lui impose mon caractère. On voit bien là tout ce qu'il sépare de son siècle, extrêmement efféminé, comme on disait à l'époque. Et voilà, pour lui, la Révolution, qui était vraiment l'épreuve où il devait révéler son caractère moral, il n'a pas pu le faire. Et là, pour lui, c'est une catastrophe. Il en est de la civilisation comme de la cuisine. Quand on voit sur une table des mets légers, sains et bien préparés, on est fort aise que la cuisine soit devenue une science. Mais quand on y voit des jus, des coulis, des pâtés de truffes, on maudit les cuisiniers et leur art funeste. À l'application. En fait de sentiment, ce qui peut être évalué n'a pas de valeur. L'homme, dans l'état actuel de la société, me paraît plus corrompu par sa raison que par ses passions. Ces passions, j'entends ici celles qui appartiennent à l'homme primitif, ont conservé dans l'ordre social le peu de nature qu'on y retrouve encore. Les conversations ressemblent au voyage qu'on fait sur l'eau. On s'écarte de la terre sans presque le sentir et l'on ne s'aperçoit qu'on a quitté le bord que quand on est déjà bien loin. La société n'est pas, comme on le croit d'ordinaire, le développement de la nature, mais bien sa décomposition et sa refonte entière. C'est un second édifice bâti avec les décombres du premier. On en retrouve les débris avec un plaisir mêlé de surprise.
C'est celui qu'occasionne l'expression naïve d'un sentiment naturel qui échappe dans la société. Il arrive même qu'il plaît davantage si la personne à laquelle il échappe est d'un rang plus élevé, c'est-à-dire plus loin de la nature. Il charme dans un roi, parce qu'un roi est dans l'extrémité opposée. C'est un débris d'ancienne architecture dorique ou corinthienne dans un édifice grossier et moderne. Un homme d'esprit est perdu s'il ne joint pas à l'esprit l'énergie de caractère. Quand on a la lanterne de Diogène, il faut avoir son bâton. En général, si la société n'était pas une composition factice, tout sentiment simple et vrai ne produirait pas le grand effet qu'il produit. Il plairait, sans étonner. Mais il étonne et il plaît. Notre surprise est la satire de la société et notre plaisir est un hommage à la nature. Jouis et fais jouir, sans faire de mal, ni à toi, ni à personne. Voilà, je crois, toute la morale. J'ai presque envie d'ajouter, Louis Van Delft, que c'est toute la morale des moralistes. Oui, enfin, on ne peut pas parler pour tous. Mais au sens où les moralistes ne promeuvent pas une morale, précisément. Oui, c'est vrai, mais vous savez, chemin faisant, nous avons touché à des points qui sont tous plus importants que les autres. Est-ce que je peux me permettre de revenir très rapidement Prenez votre temps. Sur quelques-uns? Bon, en effet, on a déjà eu l'occasion de voir l'importance de la notion de caractère chez Chamfort. Alors, elle est en effet tout à fait primordiale. Mais attention à ne pas tomber dans le défaut des auteurs précisément de caractère, qui est de vouloir établir une cohérence entre toutes les actions d'un individu. Alors, les moralistes sont plus conscients que quiconque des contradictions et des contrariétés, comme dit Montaigne. Dans le cas aussi, je voudrais revenir un moment sur le succès de Chamfort. Oui, mais ce qui fait que nous le lisons, mais hélas trop peu, et c'est pourquoi il faut considérer comme un rendez-vous important, une occasion unique des émissions comme celle-ci. Eh bien, ce n'est pas ce qui a fait la fortune de Chamfort, celle dont il rêvait de son vivant. Après tout, ça a été ce que nous lisons actuellement comme recueil de maximes, par exemple. Eh bien, il ne l'a jamais vu de près. Et d'autre part, alors nous avons touché, chemin faisant, on aura l'occasion sans doute d'y revenir, sur la cohérence d'une œuvre qui soit liée. Hein. C'est vrai que c'est moi qui ai employé cette expression de lier sa gerbe. Et vous sembliez, si j'ai bien compris, considérer qu'une œuvre atomisée, une œuvre discontinue, comme celle que finalement nous offre Chamfort, eh bien, c'est une œuvre inachevée ou inaboutie. Je pense que son achèvement repose précisément dans cette valeur d'inaboutissement, d'inachèvement, et que, après tout, qu'est-ce qui fait de l'homme, Louis Van Delft, un être inachevé, sinon le fait qu'il peut mourir, c'est-à-dire que son existence va s'achever. Le fait même que nos existences s'achèvent nous condamne à l'inachèvement constitutif de nos existences. Nous sommes inachevés parce que nous avons à mourir. Et en cela, j'ai le sentiment, et en vérité je pense à Barthes en disant ça, puisque oui. Barthes, à la fin de sa vie, s'orientait de plus en plus vers une écriture fragmentaire. Oui. J'ai le sentiment que c'est être fidèle à ce qu'on a pu percevoir de l'existence, à la fois sa futilité et en même temps la nécessité de ses engagements, disons une futilité qui ne décourage pas de s'engager, mais en moins une futilité qui décourage de produire un système ou d'encadrer l'existence dans les anneaux non pas d'un beau style, mais au fond d'une belle pensée homogène et cohérente. Je ne disais rien d'autre. Non, alors nous sommes tout à fait d'accord, notamment pour penser, et ça c'est une donnée tout à fait extraordinaire, c'est la modernité de ces auteurs-là, de Chamfort au XVIIIe siècle, mais de bien d'autres, qui étaient accusés souvent de leur temps de ne pas écrire des œuvres bien liées, avec un commencement, un milieu, une fin, comme le voulaient Aristote et Cicéron, tandis que nous voyons justement l'extraordinaire modernité de ces auteurs qui écrivent de façon éclatée, inachevée si vous voulez, désarticulée, atomisée, et qui par cela sont en avance sur leur temps. S'ils avaient été entièrement de leur temps, mais par bonheur pour nous, ils ne l'étaient pas, ils auraient écrit des traités. Alors nous lisons encore Chamfort, nous lisons les autres dont il sera question, parce que justement, cela n'est pas lié.
Et ceux qui écrivaient suivant le goût des doctes, eh bien, ça paraissent aujourd'hui illisibles. Appartiennent et n'appartiennent qu'à lui, à leur temps. Alors que, effectivement, Chamfort est intempestif. L'un des éléments des propos de Chamfort, sans faire de système, on peut quand même repérer des ensembles dans ses maximes, dans ses saillies oraculaires, donc. Et il y en a un notamment qui est intéressant, c'est la tentation de l'argent dans l'œuvre de Chamfort, Cyril Lemeur. L'argent qui est le moyen de l'indépendance à laquelle il aspire. On pourrait même considérer d'ailleurs que son suicide est l'ultime version de cette aspiration à l'indépendance. D'ailleurs, Chamfort disait « Les rois et les prêtres, en proscrivant la doctrine du suicide, ont voulu assurer la durée de notre esclavage. Ils veulent nous tenir enfermés dans un cachot sans issue. » C'est dire que cet homme était attaché à son indépendance. Et l'argent est un moyen de l'indépendance. Et dans le même temps, c'est la voie royale, si j'ose dire, pour perdre l'indépendance. L'ambivalence de l'argent dans les textes de Chamfort est importante à noter, Cyril Lemeur. Oui, encore que je pense pas que statistiquement ça représente beaucoup et je pense pas que chez lui. Alors, je crois que là, Chamfort est représentatif d'une famille intellectuelle qu'on pourrait appeler antilibérale, puisque le libéralisme est né à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme Jean Dagen l'a très bien dit, Chamfort récuse la valeur d'échange. Hein. Vous l'avez dit d'ailleurs. Il est du côté de la valeur d'usage. Exactement. Il est du côté de ce qui ne s'évalue pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure à propos des sentiments. À partir du moment où on peut l'évaluer, tout ce qui est fongible dans l'argent n'a aucune valeur pour Chamfort. Donc voilà, c'était pas le seul. À l'époque, il y avait toute une famille de gens qui, après le ministère Turgot, avaient compris ce que c'était que le libéralisme, qui n'existait pas encore. C'était la première fois qu'on le voyait, et s'en étaient horrifiés. C'est une mentalité minoritaire mais très très importante autour de la Révolution, d'autant plus que la Révolution française, en tout cas celle où vit Chamfort, communie avec les valeurs de l'argent. Chamfort, lui, il est vraiment marginal. Tout de même, je ne cours point après la pauvreté, d'un cynisme orgueilleux c'est l'absurde manie. C'est une phrase parfaite. Je ne cours point après la pauvreté, d'un cynisme orgueilleux c'est l'absurde manie. Il suffit de la voir avec tranquillité, la souffrir ses vertus, la chercher ses folies. On dirait du Sénèque, traité du bonheur de Sénèque, où Sénèque se défend d'aimer l'argent. On peut lui dire évidemment qu'il se défend de l'aimer dans la mesure où il en a beaucoup, Louis Van Delft. Oui, c'est peut-être l'occasion ici de citer un auteur qui peut-être ne sera pas beaucoup cité aujourd'hui, mais puisqu'on parlait de servitude et des besoins qui sont tous dépendants de la société, eh bien citons donc Vaugelas, la servitude abaisse l'homme jusqu'à s'en faire aimer. Eh bien, apparemment, ça n'a pas été le cas de Chamfort. Signe de plus qu'il ne faut pas chercher une cohérence tous azimuts chez cette famille d'auteurs. Non, mais en revanche, une trajectoire presque la trajectoire d'une comète. Quand cet homme dit « Je vous prie de croire que je n'ai pas besoin de ce qui me manque », avant d'ajouter que tout homme qui a peu de besoins semble menacer les riches d'être toujours prêt à leur échapper, on a vraiment la formulation d'un irrédentisme, alors là pour le coup qui n'est, qu'on ne trouve pas chez Marx, mais qu'on trouve chez Nietzsche, chez Bergson, ou dans des trajectoires peut-être comme celle de Rousseau, ça se discute, mais signifie c'est la trajectoire d'une comète qui, avant de s'abîmer dans la nuit, laisse un sillage dont les éclats nous parviennent comme autant de souvenirs aujourd'hui, Cyril Lemeur. Oui, de toute façon, c'est la recherche de l'indépendance. Ça, c'est évident chez Chamfort. Mais est-ce que ça, c'est pas un antidote à la tentation de le systématiser ? Je voulais justement intervenir sur cet aspect de ce que vous avez dit sur le suicide, sur le système, etc. Le système de l'inachèvement. Et oui, le système de l'inachèvement. Il faut voir dans quelle culture évoluait Chamfort aussi. Si vous prenez les gens qu'il cite avec le plus de faveur dans le monde de la pensée, c'est Rousseau d'abord et Bacon. Bacon est le philosophe le plus important à la fin du XVIIIe siècle. C'est lui qu'on cite le plus, c'est lui qui est à la tête de tous les grands projets. Bacon s'exprimait par aphorisme.
Sa philosophie est aphoristique. Mais c'est une aphoristique qui n'a rien à voir avec celle refermée sur elle-même, sacerdotale, autoritaire de La Rochefoucauld. Hein. C'est une aphoristique ouverte, une aphoristique de projet, qui ressemble un peu d'ailleurs à l'empirisme logique du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on constitue tout plein de petits comptes rendus sur la nature, sur les phénomènes, et puis peu à peu s'en dégagent des maximes, des aphorismes qui eux-mêmes sont en attente d'une synthèse toujours plus élevée. Je crois que l'aphoristique de Chamfort, et il l'avoue explicitement, hein, le Bacon, hein, Chamfort, je crois que l'aphoristique de Chamfort est vraiment dans cette perspective-là, c'est-à-dire qu'il assume l'inachèvement, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas de système, contrairement à ses collègues moralistes de son époque, mais qu'il la voit comme de toute façon la seule façon de peindre une société elle-même morcelée, sans projet, etc. Écoutons quand même la parole d'un révolutionnaire. Les hommes sont si pervers que le seul espoir et même le seul désir de les corriger, de les voir raisonnables et honnêtes, est une absurdité, une idée romanesque qui ne se pardonne qu'à la simplicité de la première jeunesse. Louis Vandelt. Oui, alors une fois de plus, nous touchons à des points cruciaux. On a cité Bacon et ce que vous venez de lire aussi est très important. C'est Chamfort qui dit il faut recommencer la société humaine, comme Bacon disait qu'il faut recommencer l'entendement humain. Bon, Bacon ne s'exprimait pas uniquement par aphorisme, hein, mais ce qui suit encore de lignes montre cette conscience qu'a Chamfort lui-même de l'unité de caractère. Or, c'est un défaut qui nous guette tous en tant qu'intellectuels et peut-être en tant que passagers ou passants sur cette boule terrestre à notre époque, que de vouloir introduire l'unité et la cohérence là où il serait peut-être plus prudent de ne pas les chercher. Le grand naturaliste, dit Chamfort, l'homme de génie, voit l'insuffisance des divisions et des classes, notamment des caractères, hein, qui sont d'un si grand usage aux esprits médiocres ou paresseux. Eh bien, notre tendance, évidemment, pas seulement parce que le professeur est un mal nécessaire, comme dira Nietzsche, eh bien, c'est de vouloir introduire des divisions et des classes. Je crois que c'est un des grands mérites, une des grandes beautés de Chamfort, c'est d'y échapper naturellement par tous ses pores. Chamfort, ce plus malicieux de tous les moralistes, homme riche en profondeur et en arrière-fond de l'âme, sombre, douloureux, ardent, penseur qui jugeait le rire nécessaire comme un remède à la vie et qui se croyait perdu le jour où il n'avait pas ri. Que pensez-vous de cette sentence nietzschéenne, Cyril Lemeur ? Alors, je n'aime pas tout ce que Nietzsche dit de Chamfort, mais ça, par contre, ça me semble très très bien vu. Le rire, c'est très important chez Chamfort. Il faut distinguer dans les rires. Hein. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelait la gaieté française, le grand rire national, qui était une tradition conservatrice. Hein, tout finit par des chansons. Chamfort, ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est Beaumarchais, hein, tout finit par des chansons. Oui. Ouais. Chamfort, ça n'est pas ça du tout. Pour lui, le rire est une chose très très sérieuse. Hein. Il parle, hein, le rire d'Héraclite. Hein. On ne rigole pas avec le rire. Hein. On ne rigole pas avec le rire. Le rire, c'est un rire de colère chez Chamfort. C'est-à-dire que dans Chamfort, le rire, c'est vraiment la nature vraiment dans sa plus grande intensité, au moment où elle est en train de se suicider dans le social. Hein. C'est vraiment ça chez lui. C'est pour ça que c'est un rire aussi en saillie. C'est un rire très très pathétique chez Chamfort, qu'on pourrait rapprocher d'ailleurs de son suicide. Voilà, ça n'a rien à voir par exemple avec un rire comme celui de Rivarol, qui est d'ailleurs beaucoup plus rigolo, si vous pouvez me permettre l'expression. Encore que, hein, on arrive presque au terme de cette émission, encore un aphorisme imparable. Qui n'est pas misanthrope à 40 ans n'a jamais connu les hommes. Louis Vandelt. Oui, alors... à vous le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est toujours cet écartèlement entre Démocrite et Héraclite. Entre celui qui pleure et celui qui rit. Hein. Absolument. Celui qui rit et celui qui pleure. Démocrite qui rit, Héraclite qui pleure. Démocrite qui rit de tout.
et qui est capable de rire de tout, et Héraclite qui pleure de tout, qui s'afflige de tout. Deux pôles entre lesquels nous ne faisons qu'osciller durant toute notre existence. Ce qui est caractéristique de Chamfort, et je crois que beaucoup de ce qui a été lu aujourd'hui le montre, c'est que, oui, il s'efforce de rire, il sait que la santé est du côté du rire, mais c'est un rire étranglé, un rire qui s'étrangle dans la gorge, un rire empêché. Or, ça c'est très caractéristique, je crois qu'on va retrouver cela avec d'autres de nos spectateurs de la vie, c'est-à-dire nos moralistes. Allez, sans plus tarder, on retrouve tout de suite le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Jankélévitch, c'est le thème de cette semaine et Lucien Gerfagnon, c'est l'invité de cette semaine. Après avoir parlé de la philosophie première, de la mort et de la morale, c'est de vertu qu'il est question aujourd'hui. Bonjour Lucien Gerfagnon. Chère Adèle Van Rett, bonjour. Bonjour, nous parlions d'amour hier, puisque nous évoquons Parlez-moi d'amour. la morale chez Jankélévitch, et donc oui. peut-être ce fondement de la morale qui est l'amour, en tout cas Oui. cette seule issue que nous avons dans la vie d'essayer de vivre malgré ce caractère fragmentaire et de la pensée et de l'existence. Nous ne pouvons pas évoquer la morale sans parler de la vertu, puisque Jankélévitch lui-même a écrit un traité des vertus, dans lequel il écrit notamment, et commençons par cette citation, puisque cela donne bien le ton, qui est celui de Jankélévitch et sa position vis-à-vis de la vertu. Il écrit ceci: « La vertu reste vertueuse, même quand elle n'a plus l'intention du bien, mais seulement l'habitude de le faire. Comme la perception est sage, qui croit que le monde extérieur continue d'exister, même quand elle ne le voit, ni ne le palpe, ni ne le vérifie. » À lire ceci, Lucien Gerfagnon, on voit à quel point Jankélévitch se pose à une morale de l'intention, puisqu'il dit, si je le comprends bien, que l'habitude de faire le bien peut suffire. De même que lorsqu'on ne perçoit pas le monde extérieur, on sait qu'il existe. Oui. Lorsqu'on ne fait pas le bien avec l'intention de le faire, mais qu'on le fait néanmoins, alors cela est tout autant une morale du bien. Oui, la vertu, ça nous évite, si vous voulez, c'est un état auquel nous devons essayer toujours de parvenir et perpétuellement, sans jamais nous figurer l'avoir atteint. Imaginez un monsieur ou une dame qui, se levant le matin, s'étonnerait d'être vertueux et se dirait mon Dieu, à supposer que le mot ait un sens pour lui, quelle chance j'ai d'être vertueux. Ça fait penser d'ailleurs, et Jankélévitch n'aurait pas manqué de le dire, aux pharisiens de l'Évangile, pharisiens qu'il n'aimait pas beaucoup, pas lui qui connaissait les évangiles, les pères de l'Église, etc., bien mieux que pas mal de chrétiens. La vertu n'est pas un automatisme, c'est l'envie d'être perpétuellement vertueux, l'envie de ne jamais manquer au respect qu'à tout instant on doit aux autres, c'est-à-dire à ces unicités, à ces ipséités dont nous parlions ces dernières fois. Mais donc l'envie de faire le bien suffit pour être vertueux ? Mais l'envie, mais à condition que cette envie, on ne s'en rassure pas, on ne se regarde pas soi-même en disant c'est merveilleux, j'ai toujours envie de faire le bien. À ce moment-là, on est sûr que non seulement on n'est pas vertueux, mais on est carrément vicieux.
En fait, cette envie de faire le bien, elle est aussi devrait être aussi absolue en nous que l'intuition que nous avons de la présence de ce monde. La morale, ça n'est pas quelque chose qui est prescrit, un catalogue, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. La morale, elle transcende les commandements, si vous voulez. Elle transcende les commandements parce que elle rejoint, en quelque sorte, elle rejoint ce qu'il y a d'absolu dans la présence de l'autre. L'autre procède également d'un absolu. Or, la morale, ça consiste à absolutiser en quelque sorte mon comportement, ce que je peux de mon comportement envers cet autre. C'est-à-dire toujours une prudence absolue, le désir de ne point lui nuire, le désir non seulement de ne point lui nuire, mais le désir de l'absolutiser davantage, de le rendre plus lui-même si j'y arrivais, mais plus lui-même qu'il n'est lui-même maintenant. Si par chance me rencontrant, et sans que je le sache, il était devenu plus un tel qu'il n'était avant, et qu'il ait davantage de joie à se découvrir plus lui-même, plus un tel. Maintenant, le lecteur attentif de Jankélévitch pourra prendre son temps et suivre avec lui, dans le traité des vertus, le jeu des 8 vertus en qui se réalise chaque fois la vertu. Le courage, la fidélité, la sincérité, l'humilité, la modestie, la justice, l'équité, la charité enfin, à qui sont suspendues toutes les autres. À la fin de cette lecture, le goût nous est passé de ce que nous trouvions plutôt réussi en nous. Le goût même d'y trouver quoi que ce soit, puisque le meilleur est de l'ordre de ce qui ne se voit pas. Ce n'est presque rien, il y suffit de moins qu'un geste, d'une infime décision éclair en faveur du possible, puisqu'il est dit qu'on peut toujours et à tout moment se mettre à aimer. Il n'a pas manqué de gens, je vous le dis, pour se désoler qu'une telle vision ne s'acheva pas au pied d'une croix. Moi, je ne me pose pas la question. Écrivez-vous, Lucien Gerfagnon, dans votre livre. Oui, je ne me pose pas la question parce que ce serait en quelque sorte, comment dire, ce serait conduire les gens obligatoirement vers du religieux. C'est important parce que ça veut dire toute la pensée de l'amour de Jankélévitch, dont nous parlons depuis hier, n'est pas reliée à une pensée de la religion. Absolument pas, ce qui n'empêchait pas Jankélévitch de connaître à la perfection les textes aussi bien que les chrétiens appellent les Écritures, ou les Juifs ou les chrétiens appellent les Écritures, mais il connaissait à la perfection ce qu'il y avait d'amour, ce qu'il y avait vu d'amour. Quand Dieu, dans Saint Jean, si mes souvenirs sont exacts, se définit lui-même comme amour, Dieu est amour. Et une morale qui serait sans amour, ce serait une longue et pénible suite de devoirs. Je dois faire ça, il n'y a plus qu'à dire avant flûte, il faut que je fasse ça, et je ne pense pas que cela grandisse celui qui regarde la morale de cette façon-là, pas plus que à l'arrivée, ça n'arrange la personne à qui on est censé faire du bien. Et pourtant, il maintient le terme de charité, il lui accorde, puisque vous dites que c'est à la vertu, même de la charité, que sont suspendues toutes les autres vertus. Oui, charité, c'est le terme même grec d'agapé,
la charité a été très, comment dirais-je, très abîmée par le fait qu'on en a fait, on l'a réduite au geste qu'on peut avoir, au geste gentil qui consiste à mettre 1 euro dans la main de quelqu'un qui fait la quête, ou bien au temple ou à l'église, mettre 1 euro dans un tronc, etc. C'est tout autre chose. En fait, il s'agit là du don de soi-même, à quelqu'un d'autre, un instant, et sans se regarder donner. L'amour, c'est ça, agapé. Merci Lucien Gerfelin. À vous. À demain. Merci Adèle, merci à tous. Chamfort et Jean Kelevitch, c'était notre cadeau du jour. Cette émission, vous la retrouvez sur Internet à la page des Nouveaux Chemins, où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions précédentes, ainsi qu'une bibliographie aussi complète que possible. Quant à nous, on se retrouve demain pour l'ultime émission de l'année. Nous parlerons de Nietzsche, comme il se doit, au terme d'une semaine sur les moralistes. Allez, 10h59 sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.